Bonjour et bienvenue dans AfriCafé, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité des organisations africaines et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la question des approvisionnements alimentaires du continent africain. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de cette question. L'Afrique occidentale possède suffisamment de potentialités pour assurer convenablement les approvisionnements alimentaires de toute la zone. Riz, maïs, mil, sorgho, fruits et légumes et produits de l'élevage. L'ensemble de ces pays présente des complémentarités au point de vue alimentaire. Pourtant, le continent souffre toujours de problèmes de sécurité alimentaire. Le blé et les autres céréales sont de nouveau au cœur de la géopolitique après le conflit russo-ukrainien par la Russie. Les deux pays jouant un rôle majeur sur le marché agricole, les pays africains ressentent l'impact de la crise sur leurs approvisionnements. En effet, les échanges agricoles entre les pays du continent et la Russie et l'Ukraine sont importants. Les pays africains ont importé des produits agricoles d'une valeur de 4 milliards de dollars américains en 2020, provenant de la Russie. Environ 90% de ces produits étaient du blé et 6% de l'huile de tournesol. Avec la demande alimentaire du continent africain appelée à augmenter dans les prochaines années, le défi principal réside dans la limitation des achats sur le marché international et l'atteinte d'une autosuffisance alimentaire au niveau du continent africain. Bonjour Monsieur Vedi, c'est un plaisir de vous avoir pour cet épisode d'AfriCafé. Aujourd'hui, on va parler de l'autosuffisance alimentaire du continent africain. Vu que c'est une émission où on veut vraiment simplifier les choses, ma première question c'est déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'autosuffisance alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que l'Afrique est autosuffisante au niveau alimentaire? Donc vous avez deux questions dans votre question. Définir l'autosuffisance, tout d'abord, et ensuite, est-ce que l'Afrique est autosuffisante? Je réponds déjà à la deuxième question, l'Afrique n'est pas autosuffisante, mais je reprendrai ce point. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autosuffisance? Il y a deux façons de l'aborder. La première, c'est de dire, je suis capable de produire sur mon territoire ce dont j'ai besoin. Concernant l'alimentaire, c'est-à-dire, je suis capable de cultiver du blé en quantité suffisante par rapport aux besoins de mon pays ou de mon continent. Mais une autre façon de l'aborder aussi, qui n'est pas du tout la même, c'est de dire, si je ne suis pas capable de produire, je passe des contrats qui vont me garantir, autant que possible, l'approvisionnement que je ne suis pas capable de satisfaire. Alors moi je dirais que la deuxième que je viens de donner n'est pas en soi satisfaisante, car quelle que soit la qualité d'un contrat, il est bien évident, et la crise de l'Ukraine va le montrer, que la qualité des contractants peut changer. Ami d'hier, ennemi de demain, ou ennemi d'hier, ami d'aujourd'hui. Donc je crois que la meilleure façon d'aborder le problème de l'autosuffisance, c'est de dire est-ce que je peux, dans mon pays ou à travers une union de pays, répondre aux besoins de cette union ou de ce pays? Ouais, déjà, vous avez évoqué la connexion entre géostratégie géopolitique et autosuffisance alimentaire, parce qu'il y a cette question d'alliance, d'approvisionnement, donc forcément on noue des liens avec des pays et ces liens-là peuvent s'éroder au fil des événements. Et vous avez évoqué aussi la question du blé et la question de l'Ukraine. Justement, par rapport à ça, l'Afrique, comme vous l'avez dit, n'est pas autosuffisante en termes d'approvisionnement. Le prix du blé a vraiment augmenté. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à cette question du blé et de l'Afrique? Là encore, dans votre question, il y a deux questions. La production d'une part, le prix d'autre part. C'est deux domaines, je crois, très différents. Par exemple, si on me dit est-ce que le Maroc risque d'être pénalisé? Non, le Maroc aura toujours du blé qu'il produit ou qu'il importe, du fait de ses alliances. Par contre, sur le continent si vous posez africain, la question est-ce que le Maroc va être à l'écart de la montée du prix? Non. Volume et prix, ce sont deux choses totalement différentes sur le marché aujourd'hui. Alors, concernant le premier point, la production. Sur l'Afrique, oui, il y a un pays qui aurait pu être autosuffisant, qu'on a appelé le grenier à blé de l'Afrique. Quel est ce pays? je ne sais pas, dites-moi. Ah, vous devriez savoir, c'est l'Algérie. Ah,
L'Algérie, au XIXe siècle, était un pays qu'on appelait le grenier à blé de l'Afrique du Nord. Donc, l'Algérie a fait un choix inverse, a préféré développer sa filière industrielle et avec un raisonnement qui, à l'époque, était très marxiste et qui était dans la logique du parti des soviets. On développe l'industrie lourde et avec le produit de l'industrie lourde, on achète ce dont on a besoin dans le domaine vivrier. C'est pas le pari qu'a fait la Chine. La Chine, au contraire, elle a d'abord privilégié les cultures vivrières alimentaires pour éviter les famines. Et s'il y a un domaine où la Chine a gagné, et la Chine de Mao Tse-tung, c'est qu'elle a mis fin aux famines alimentaires de ce très très grand pays continent. Bon. À l'inverse de l'Union soviétique, qui elle, dans le raisonnement marxiste typique, la valeur ajoutée maximale, c'est la valeur industrielle. L'agriculture ne dégage pas la même valeur ajoutée, donc on privilégie la valeur industrielle. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez quasiment aucun pays africain qui est excédentaire. Je prendrai l'Algérie, elle importe 7 millions de tonnes de blé par an. Oui. Alors qu'elle est en principe... principe... en produire en autosuffisance, c'est quand même révélateur. Mais c'est un choix politique. Ça ne veut pas dire que les Algériens ne sont pas capables de produire du blé, ça veut simplement dire qu'ils ont choisi de faire autre chose que de faire de la culture vivrière. Bon. Globalement, on a 16 pays africains, sur 48 en gros, 1 sur 3, qui est dépendant du blé russe et du blé ukrainien à hauteur de 56% minimum. Minimum. Donc la moitié de l'approvisionnement ou plus. Absolument. 16 pays sur 48. Parmi ces pays, vous avez deux très grands pays. Il y a l'Égypte, et qui dépend à 80% du blé russe et du blé ukrainien. Et vous avez la République démocratique du Congo. L'Égypte, c'est 110 millions d'habitants. La République démocratique du Congo, c'est 90 millions d'habitants, comme Sarah Lalouche. Donc ça fait quand même près de 200 millions d'habitants qui ont une dépendance du blé à raison de 80% minimum de l'Ukraine ou de la comment... De l'Ukraine. Ouais. L'Ukraine ou de la Russie, oui. Effectivement, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et j'ajouterai à cela un autre élément qui, je crois, est important, c'est le cas de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, vous avez 4 pays, cas de l'Afrique du Nord et du Nigeria. Ces 4 pays ont diversifié leurs sources d'approvisionnement au cours des dernières décennies. Je prends le cas du Maroc. Le Maroc n'est pas autosuffisant, mais le Maroc, dans le cadre du plan Maroc vert, a augmenté sa capacité de production d'environ d'1 million de tonnes par an. Donc c'est 1 million de tonnes en moins qu'on va importer. Deuxième élément, le Maroc a diversifié sa production dans sa source d'approvisionnement en privilégiant l'Europe, ça ne vous surprendra pas, et en particulier la France et l'Allemagne. Mais environ 20%, voire 25% du blé importé venant allant au Maroc vient de l'Ukraine. Et vous savez qu'il y a 2 types de blé, le blé dur et le blé tendre. Le Maroc importe à peu près 1 million de tonnes par an de blé dur. Et là, le principal fournisseur mondial, c'est le Canada. Il y a aussi le fait que les pays nord-africains consomment beaucoup de blé. En moyenne, ce sont de gros consommateurs de blé. Alors là aussi, je vais vous donner un exemple à raccourci. Le Nigeria, 220 millions d'habitants aujourd'hui, produit très peu de blé et importe seulement 5 millions de tonnes de blé. Ce qui veut dire que ramener à l'habitant, c'est beaucoup moins de consommation de blé par habitant que le Maroc. Et pourquoi ? Parce que justement, le niveau de vie est très bas. Et qu'on va consommer davantage de manioc, on va consommer davantage de produits locaux, mais on va pas... Le blé est considéré comme un produit noble dans certains.
Même certains ont osé décrire, moi je ne partage pas, un produit de luxe pour l'Afrique. Je l'ai lu, mais je ne comprends pas. Ça, j'aime pas ce terme parce que le blé n'est pas un produit de luxe, le pain n'est pas un produit de luxe. Le pain est un produit de base alimentaire, mais pas un produit de luxe. Il se trouve malheureusement que dans certaines économies, on n'a même pas les moyens de se payer du blé, donc de fournir du pain. Il n'y a pas d'alternative au blé qui peut être produit localement sur le continent africain, comme le mil par exemple. Si, le mil, mais le mil n'a pas les mêmes qualités alimentaires que le blé. Alors là, c'est un vrai débat de société, parce que pourquoi pas le mil? Si on ne peut pas produire du blé, il faut mieux produire du mil que rien. Mais il y a un effet de démonstration. C'est-à-dire que chaque pays copie un effet mode. Le pain, aujourd'hui, est préféré au mil dans les cultures africaines. C'est un effet de mode, comme vous dites. Tout le monde consomme du blé, donc les habitudes alimentaires changent au fil des siècles. Et le continent africain, comme vous l'avez dit, pour la plupart des pays, 16 sur 48 sont exposés à la montée des prix. C'est un pays sur 3 en Afrique. Ouais. Et c'est plus de 350 millions d'habitants, de personnes. Qui sont impactés négativement par la montée des prix. Donc ces personnes-là, demain, si par exemple il y a un conflit en Ukraine et en Russie, ils sont impactés. On a vu comment l'Égypte a été impactée. Et à l'avenir, on voit que cette vulnérabilité-là... Là, vous avez encore un problème, un double problème. Imaginons, faisons un rêve, que la guerre s'arrête tout de suite. Bon. Ce que je souhaite, ce que je ne suis pas sûr du tout. Pour autant, il faudrait un certain temps pour qu'on puisse récupérer le blé russe et le blé ukrainien. Pour quelle raison? C'est que le port essentiel pour livrer le blé ukrainien, il est à Mariupol, détruit à 100%. Le temps qu'on le reconstruise, ça va demander un certain temps. Et pour nos amis ukrainiens, la récolte actuelle de blé est très bonne. Elle va probablement être pourrie car elle ne va pas pouvoir être exportée. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Justement, vous avez bien décrit la vulnérabilité du continent africain par rapport à son autosuffisance et à ses approvisionnements en denrées alimentaires et surtout le blé, qui est aujourd'hui un petit peu le nerf de la guerre et qui est un petit peu l'élément principal de l'assiette des êtres humains. Il est le pain, il est le céréal, il est le carburant des populations. Le carburant alimentaire. Le carburant alimentaire des populations. Le prix de ce carburant-là, il augmente étant donné les chocs externes qu'il y a, les conflits, mais demain peut-être autre chose. Moi, ma question, c'est une question un peu de prospective. Qu'est-ce que le continent africain, qu'est-ce que les pays africains peuvent faire pour se prémunir, avoir une forme de souveraineté alimentaire? Je pense que de toute façon, les pays africains doivent dès maintenant s'organiser pour réduire leur dépendance alimentaire, donc accroître leur souveraineté alimentaire. Il y a 2 paramètres qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que les terres agricoles en Afrique sont peu exploitées. Et que deuxièmement, les terres agricoles en Afrique, pas en Afrique du Nord, en Afrique, utilisent très peu d'engrais. Ouais. Donc, on peut imaginer que... Et puis, le troisième élément, c'est que la taille moyenne des exploitations est très faible. Donc, des rendements à l'hectare extrêmement modestes. On peut imaginer qu'on peut multiplier par 4 ou 5 facilement les rendements à l'hectare. Bon. Déjà ça. Simplement en regroupant les terres. Deuxième paramètre, le recours aux engrais. Alors là aussi, vous savez combien le groupe OCP est leader sur le marché mondial des engrais, mais pour les engrais actuellement, il y a un enjeu, c'est l'augmentation du coût du fait d'un intrant majeur qu'est l'énergie électrique, le gaz en particulier. Donc le problème que nous avons sur le continent africain, il est celui-ci. L'Afrique doit utiliser les engrais. Mais l'Afrique, au fur et à mesure que le prix des engrais va augmenter,
va se trouver face à un dilemme qui est celui de savoir est-ce que je peux acheter autant d'engrais si le prix des engrais double? Et la réponse probable est non. Donc ce qui veut dire que l'augmentation des engrais est un élément négatif pour améliorer l'autosuffisance alimentaire du continent africain. Oui. Moi, j'ai quand même une dernière question. C'était mon avant-dernière. C'est par rapport à la modernisation des techniques agricoles sur le continent africain. Justement, est-ce qu'il y a des facteurs d'inégalité? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés que d'autres par rapport à leur exploitation agricole? Et est-ce qu'il y a des pays que vous voyez, disons, leaders demain? Il y a des situations très différentes entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, premier élément. Il y a des pays qui ont fait beaucoup plus d'efforts que d'autres pour améliorer la situation. Je pense à la Côte d'Ivoire et par exemple au Ghana dans le cadre du cacao. Mais il y a des pays qui ont un record considérable, c'est le Nigeria, hein, quand même 210 millions d'habitants, 400 millions d'habitants dans 20 ans. Je passe mon temps à répéter que l'Afrique est plurielle. Oui. Et que vouloir aborder globalement l'Afrique, c'est ça. Ça va pas. Merci pour ce dernier point. C'est vraiment intéressant de justement, quand on aborde le continent africain, il y a différentes zones, il y a différents pays, il y a différents contextes. Et sur cette question d'autosuffisance alimentaire, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Il y a des pays qui ont des contextes différents, des pluviométries différentes, des climats différents et des habitudes alimentaires différentes. Bien sûr. Pour répondre à son dernier point, il y a le Sahel. Le Sahel, c'est malheureusement une zone sinistrée. Mais les populations n'y sont pas pour grand-chose, hein, parce que manque d'eau, excès de soleil. Territoire désertique. Territoire désertique, c'est très compliqué de régler le problème, c'est clair. Bah écoutez, merci beaucoup, professeur Vedi, pour ce panorama. Je pense que nos auditeurs sont éclairés par rapport à la question de l'autosuffisance alimentaire, de la situation en Afrique actuelle et de demain, ce qui peut être fait par les pays africains et par le continent africain, peut-être dans son ensemble, bien qu'il soit pluriel, pour atteindre cette autosuffisance ou se prémunir à minima des chocs externes. En tout cas, moi, c'est un plaisir de participer à cette émission. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Vedi. Merci. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du Policy Center, policycenter.ma, et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Africafé.